Bienvenue à toutes et à tous, vous qui nous suivez à travers le monde. La mission du Conseil de sécurité de l'ONU s'est achevée hier dimanche à Kinshasa. La délégation conduite par la France a eu le temps d'échanger avec toutes les tendances politiques en République démocratique du Congo, ainsi qu'avec la société civile et la CENI. Cette visite était-elle opportune? On échange autour de cette question notamment. Sur ce plateau, Jean-Marie Kassamba, l'éditorialiste. Bienvenue Jean-Marie. Merci. Et nous avons les habitués de tous les jours. Guillaume Manjolo, porte-parole de la BCE. Bienvenue maître. Merci madame. Et le chercheur en sciences politiques, Freddy Moulumba. À tous les trois, merci de partager ce plateau avec moi. Et pour commencer, vous avez suivi à travers les médias la mission du Conseil de sécurité à Kinshasa. Jean-Marie, pourquoi en ce moment-ci l'ONU dépêchait ses ambassadeurs à Kinshasa? Bon, il faut d'abord vous préciser que tous les 2 ans, les conseils de sécurité fait ce qu'on appelle des visites de routine à travers le monde, là où les missions sont déployées pour le maintien de la paix. Et chez nous, c'est assez régulier. Ils étaient là l'année dernière, l'année d'avant. Et d'ailleurs, ils multiplient souvent des voyages parce qu'il y a de l'opportunité ici pour venir à la fois faire leurs affaires privées, mais aussi jouer un rôle, on va dire, d'influence dans le processus. Attendez, les affaires privées, ça veut dire quoi? Bon, je vais vous expliquer un peu les dessous de la plupart des missions qui se passent à travers le monde. Il y a d'un côté les grandes puissances qui, eux, prennent des décisions pour les déploiements des missions. Il y a aussi les contractants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des sociétés privées, paraprivées, qui travaillent en partenariat avec ces missions. Mais il y a aussi les pays pourvoyeurs d'effectifs, des troupes. Chacun doit se retrouver dans ses missions. Il y a souvent des arrangements d'ailleurs, si vous vous rappelez la mission en Irak, où l'ancien secrétaire général qui vient de décéder, Kofi Annan, il y a eu un scandale d'ailleurs à l'époque avec son propre fils, qui était parti là-bas faire des affaires privées, quand il y a eu la fameuse opération médicaments, nourriture contre pétrole, etc. Donc il y a toujours dans les missions des Nations Unies des intérêts souvent particuliers qui ne sont pas souvent comptabilisés, pour ne pas dire cartographiés, schématisés, pour que les gens le comprennent bien. C'est pour ça que je parlais des privés. Il y a toujours des gens qui se retrouvent sur le plan des affaires. Maintenant, pourquoi cette mission? Très souvent chez nous, quand les Nations Unies déploient ou envoient des gens ici, on mystifie un peu trop, on alarme un peu les gens, on dit voilà, cette fois-ci c'est une mission ultime, importante, etc. Non, c'est d'abord une mission de routine. Et vous avez vu que la redistribution des rôles était quasi habituelle. C'est la France qui a toujours écrit des résolutions, des initiatives sur la RDC, etc. Et c'est la France qui a conduit, encore une fois, cette mission ici en RDC. Est-ce que c'était opportun de le faire maintenant? Non et oui. Non, d'abord parce que Joseph Kabila avait déjà vidé de son contenu cette mission à New York. On y était, et le discours qu'il a fait, magistral, pour rappeler ce qu'il a toujours fait chaque année, que la RDC est reconnaissante des Nations Unies depuis 20 ans. La mission qui a été installée là-bas. Mais la RDC a constaté que depuis 20 ans, le bilan est plus que mitigé. Et donc, il faut se préparer maintenant à se désengager parce que nous avons désormais une armée qui fait le travail, nous avons pacifié notre pays, à part quelques actes de terrorisme, comme cela se prévaut dans beaucoup de pays. Mais, comme les gens veulent toujours jouer un rôle dans les processus, malgré l'indépendance, la souveraineté, ou je peux dire, l'organisation autonome de ces processus électoraux par la RDC, les Nations Unies veulent toujours soit entrer par la fenêtre, soit venir jouer un rôle directement ou indirectement. Ils sont venus quand même. Il faut vous rappeler que le secrétaire général des Nations Unies était prévu de passer par ici. Justement, je me rappelle du buzz que ça fait. Le Congo avait refusé. Le chef de l'État, notamment, son agenda très serré, ne pouvait pas recevoir. C'était tout à fait normal. C'est maintenant, on reçoit le Conseil de sécurité. C'était tout à fait normal parce que les gens avaient pris l'habitude avec la RDC souvent d'imposer des visites.
souvent de s'improviser. Voilà, on vient là-bas pour apporter telle chose, mais en réalité, il n'apporte pas grand-chose. Alors, on a pris notre courage à bras-le-corps pour dire, écoutez, laissez-nous organiser notre processus électoral, comme cela s'est fait au Cameroun, ça s'est passé hier, comme ça s'est fait au Rwanda, il s'est passé en Angola, ça s'est passé au Zimbabwe, voilà, pays, ce processus de sécurité s'est déployé là-bas. Ça, c'est l'aspect inopportun de la mission. C'était inopportun parce qu'on avait vidé le contenu. Oui. Deuxièmement, la raison principale pour laquelle les gens s'agitaient beaucoup, c'était le troisième mandat. Voilà le respect de la Constitution, etc. Le président de la République avait déjà levé cette option pour dire moi, le respect de la Constitution, c'est ce que je vais faire et je le ferai. Il l'a déjà fait. Et donc, il n'y avait plus d'enjeu majeur. Et puis, l'opposition est un peu plus gênée parce que la balle était plus dans son camp pour désigner soit la candidature unique, etc. Et ça posait, on va dire, un problème de comment gérer ou gêner la RDC. Si vous avez vu qu'ils ont fait le tour de tous les protagonistes et à la fin, ils ont fait un communiqué, ils ont dit « Nous accompagnons le processus, nous encourageons ce qui se passe parce qu'ils ne peuvent pas dire autre chose. » À New York, toutes les réunions qui étaient organisées sans l'aval de la RDC ont été annulées. Pourquoi? Parce que... Ont été boycottées, mais pas annulées. Non, ça a été boycotté par les organisateurs, vu que la RDC a refusé d'y aller sans son accord. Et donc, aujourd'hui, les Nations Unies sont très gênées. Avec quoi? Avec ce que nous venons de vivre hier et aujourd'hui. C'est un blindé des Nations Unies qui fait accident sur la route de Béni, là où il se passe souvent des actes de terrorisme. Ça, c'est vraiment une coïncidence. Hein? Ça n'a rien à voir avec... C'est symbolique, c'est significatif de ce qu'on a toujours reproché. Vous savez, à l'Est, pourquoi les gens n'aiment pas beaucoup les troupes, etc. Parce que, et ils vivent au quotidien ça. Ils viennent de vivre en live un blindé. Au lieu d'aller protéger, parce qu'il y a à peine une semaine qu'il y a eu encore des massacres là-bas, eh ben, on voit à bord de ces blindés 10 coltans. Des sacs. Oui, mais des sacs qu'on dit que ça contenait du sable, mais aussitôt que la population vient prendre les photos avec ces sacs, quelques minutes plus tard, les sacs avaient disparu. Si c'était juste du sable, je ne vois pas pourquoi les sacs allaient disparaître. Peut-être attendant, on va nous donner avec plus d'informations sur le contenu. Continuez sur votre argument. Oui, cachets de bière dans un char, un blindé qui contient des bières, ça devait contenir normalement des armes et des troupes. Donc, ça démontre ce que je vous disais tout à l'heure, que la plupart des pays pourvoyeurs de troupes sont des pays pauvres, qu'on nous envoie d'ailleurs. Et ces gens-là, quand ils arrivent chez nous, ils trouvent qu'il y a du coltan, il y a des minéraux, etc., dans des zones où ils peuvent faire du trafic. Ce n'est pas la première fois qu'on a attrapé des véhicules comme ça qui traversent avec, parce que ces véhicules bénéficient de certaines immunités. Les installations bénéficient de certaines immunités. Donc, les gens profitent de ces immunités pour faire parfois des trafics qui n'ont rien à voir avec la mission. Et donc, aujourd'hui, c'est le temps de vérité entre nous, la RDC et ces missions des Nations Unies. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les gens qui demandent souvent que la MONUSCO ne parte pas, parce que souvent des gens se retrouvent derrière ces genres de combines. Les Congolais doivent être aujourd'hui responsables, doivent être en quelque sorte souverains dans leur dignité, qui se retrouvent un tout petit peu à se concentrer sur l'essentiel, c'est les élections, c'est leur pays, c'est leur richesse. Parce que la plupart des gens qui sont en train de commettre ces genres d'actes, ils vont partir chez eux. Et quand ils vont partir chez eux, nous allons rester avec quoi? Un pays pillé, un pays qui n'a pas d'honneur, un pays dont la population continue à souffrir. Et en plus, on se moquera de nous, comme c'est le cas avec Mukwege aujourd'hui. Je vais terminer avec Mukwege aujourd'hui. Pourquoi on nous jette comme ça un peu de fleurs avec Mukwege? Oui, mais là, vous mélangez des choses qui ne sont pas... Non, je complète, c'est parce que ça s'emboîte. Ça s'emboîte pourquoi? Parce que les Nations Unies étaient venues pour pacifier. Il n'y a pas eu de pacification. Ils étaient venus pour accompagner cette pacification. Aujourd'hui, nous sommes dans la stabilisation. C'est la RDC et Jean-Marie, je reviens avec vous. Vous ne pouvez pas tout rejeter comme ça. C'est un bilan. Vous avez des mitigés, donc il y a des choses sur lesquelles le Congo peut s'entendre avec la MONUSCO et d'autres. Je n'ai pas dit qu'ils sont les ennemis, on fait partie de la MONUSCO. Merci, voilà. Nous sommes des Nations Unies aussi. Guillaume, le Conseil de sécurité à Kinshasa, avec tout ce que Jean-Marie Kassamba vient de décrire, le Conseil est quand même arrivé. Vous, en tant que politique, comment vous vous attendiez à cette mission à Kinshasa? Non, cette mission a pour vocation d'expliquer certaines choses. C'est-à-dire que
la chasse en meute a perdu de sa superbe. Ce qu'on pouvait espérer par rapport à ce que Nietzsche appelle les sippo matador, c'est-à-dire cette volonté de puissance rustre. Vous savez, sippo matador, c'est quoi? C'est cette plante grimpante qui, pour accéder au soleil, s'accommode à enrouler un bon arbre pour accéder au soleil, vivre aux dépens de cet arbre-là. Alors ces gens croyaient pouvoir vivre aux dépens de la RDC. Ils ont compris que ça ne marche plus. Il faut d'autres formules. Et là-dessus, il y a un ami par conviction rapprochée que j'aime énormément, Michel Onfray, qui dit « On est en train de théoriser les droits humains en passant par les droits d'ingérence qui est un colonialisme post-moderne. » On passe par ces mécanismes-là pour soutenir une activité criminelle qui est tout simplement la nouvelle colonisation. Alors que cette institution qui s'appelle Nations Unies a pour vocation de soutenir, d'établir, de faire produire les effets à la non-ingérence et à la souveraineté. Comme par hasard, tous les pays qui sont autour de nous ont la liberté d'exercer leurs droits internes, les élections sans intervention, mais seulement la RDC. Vous faites partie, la RDC fait partie de la communauté internationale. Tout à fait. Tout à fait, madame. Non, non, le mal est celui-ci. Il n'y a pas d'ingérence dans les affaires internes. Simplement. Parce que ça fait partie de la charte des Nations Unies. Il y a 2 points au cœur de cette charte qui ne sont pas discutables. La souveraineté non discutable et la non-ingérence. Alors, ces 2 outils permettent à ce qu'on puisse se respecter les uns les autres, qu'on ne puisse pas interférer dans les affaires internes. C'est ce qu'a rappelé M. Trump. Tout le monde a concédé. Et ça l'a même poussé à modifier la plupart des règles souscrites déjà par les Nations Unies et les États-Unis, autant face à l'Iran, autant dans les cas de la LENA avec le Canada et le Mexique, autant dans le cadre de la transition énergétique avec cette histoire de COP sur l'environnement. Il a tout modifié parce que c'est les droits internes qui doivent prévaloir. Les intérêts majeurs d'une population sont supérieurs aux conventions internationales dès lors que ces intérêts sont mis à mal. Il s'agit d'abord de ça. Alors, une bande de personnes, c'est pourquoi je dis que la chasse à meute a perdu de sa superbe. Une série de personnages qui ont organisé un trafic sur la RDC depuis 20 ans. Au passage, je vous informe que la plupart des troupes qui nous sont envoyées ici viennent des pays pauvres. Et ces troupes-là sont les bas de gamme des troupes de ces pays-là. On n'envoie pas l'expertise, on envoie les bas de gamme. Et sur ces bas de gamme qui arrivent, c'est un business qui est établi. Et alors, en ce moment-là, il se passe quoi? Tous ceux qui ont joué à l'intermédiation pour faire bénéficier au Bangladesh, à d'autres pays qui sont aujourd'hui, qui ont envoyé des troupes ici, il y a des lobbies au milieu par lesquels passe cet argent-là qu'on doit verser à ces pays-là. Vous parlez des bas de gamme, le Congo n'émet aucun avis, le Congo reçoit toutes ces personnes. Le Congo n'a pas d'avis à émettre pour les troupes. Mais non, les troupes sont organisées par le secrétaire général des Nations Unies, pas par les Congos. Le Congo a demandé à un moment donné d'être soutenu, mais on lui envoie les troupes qu'on veut. On n'a pas une décision, on ne fait pas un choix. On ne peut pas se décider un matin en disant, voilà, la RDC n'est pas contente des troupes venant du Bangladesh, on souhaiterait avoir les troupes venant de la France. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est eux qui décident à qui ils donnent, quelles troupes auxquelles ils font appel. Et il se fait que le Congo prend tout ce qu'il y a d'inefficace. C'est ce que vous insinuez? Non, les principes même des Nations Unies de ce que disait Jean-Marie aujourd'hui par rapport au business qui est autour, c'est qu'on va prendre les sous-fifres des pays pauvres quelque part et tout ça qu'on envoie parce qu'on peut les exposer. Ce n'est pas les troupes d'élite des pays concernés en question. Au Bangladesh, vous avez trouvé des troupes d'élite, mais ce n'est pas celle-là. Si on a envie d'envoyer des gens, je ne sais pas si ces gens-là ont la formation requise en matière militaire, parce que là aussi il y a un problème. J'ai entendu Guterres lui-même dire qu'en termes de formation, il y avait un problème. On nous aurait filé des troupes qui n'étaient pas suffisamment formées. Guterres lui-même en personne. Donc, ça pose un problème. Et puis, quand vous regardez les sommes qui sont déversées, nous avons plus ou moins 1 milliard de dollars par an déversés à la MONUSCO. Où passe ces 1 milliard de dollars par an? Y a-t-il eu l'audit pour évaluer qui perçoit quoi?
quelles sont les entreprises intermédiaires qui font l'intermédiation entre les secrétaires généraux et tous les lobbies au niveau de New York avec ces pays-là. Jamais on n'a fait l'audit. Ça va faire 20 milliards de dollars sur 20 ans. Ces 20 milliards passent où exactement? C'est une question. Lorsque vous avez la résolution 2409 que moi j'ai eu l'occasion de présenter dans une conférence, et qu'au cœur de cette résolution, vous y trouvez, parce que j'ai vu reprocher à Jean-Marie de pouvoir dire un élément par rapport à ces convois blindés qui se trouvent avec des sacs à l'intérieur pour l'autoprotection. Alors, on est dans un blindé, on ne se protège pas 1000 fois. Hein, ce sont des faits. J'ai proposé qu'on a... D'accord. Qui serait intelligent d'attendre les résultats. Quand vous regardez cet élément-là, faites la conjonction ou la jonction avec un autre élément. Leur propre résolution, 2409, mars 2017, ou plutôt 18. La résolution dit in extenso ceci. Les troupes de la MONUSCO sont reprochées et établies pour viol et trafic des minerais. Comme par hasard, Dieu étant congolais, un accident survient alors même que les conseils de sécurité se trouvent sur place. Un accident survient. J'ai toujours répété sur ce plateau que Dieu était congolais. Et la preuve est faite devant le monde entier. Alors, lorsque ces blindés se renversent, il sort de ces blindés une série de sacs à coloration verte, parce que normalement, les sacs de protection n'ont pas de couleur verte, c'est couleur sable, d'une part. Et on ne transporte pas dans les convois blindés des sacs. Ce sont des sacs, des coltans, on les a vus, on les connaît, on connaît la pratique dans la partie Est. Les casiers des bières qui sont à l'intérieur, je ne sais pas quoi faire, quand on est en train de faire des patrouilles, on doit boire en même temps, je ne sais pas très bien quelle est la formule éthique dans ce domaine-là et tout ça, il y a aussi un souci par rapport à ça. Finalement, on découvre qu'effectivement, il y a un trafic quasi officialisé d'une instance qui s'appelle les Nations Unies à travers la MONUSCO. Mais pour ce fait, quand même, les faits avérés, le gouvernement congolais peut-il prendre des initiatives? Parce que c'est sur son sol. Et malheureusement, nous sommes liés. La seule initiative que nous avons, c'est mettre ces gens dehors par la force à un moment donné, comme ça s'est passé dans mais la justice doit faire son travail au-delà. Malheureusement, nous avons les mains liées par rapport à ça. Dans la mesure où la situation des Nations Unies a des règles. Et en plus, ce qui est pire, c'est quoi? Parce que ces gens-là, si on les rapproche de quoi que ce soit, doivent être jugés chez eux. Ce n'est même pas une instance internationale qui doit s'occuper d'eux, c'est l'instance de leur pays d'origine. Les réformes à introduire. On a besoin des réformes. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a violé en RDC, que la RDC ne puisse pas se saisir de l'affaire pour traiter de ces cas-là? On doit les renvoyer dans le pays d'origine où on sait très bien qu'il ne se passera rien. Quand vous voyez les traitements qui est réservé à nos jeunes filles qui sont en Inde ou dans ce périmètre-là, vous ne pouvez pas espérer un seul instant qu'il y ait de la considération de ces gens-là qui aujourd'hui se trouvent en RDC dans les troupes de la MONUSCO. Donc ça pose un problème. Ce qui fait que finalement, les post-colonialismes qu'on voulait apporter, qui n'a pas été opérationnel au niveau de Paris, au niveau de Bruxelles et dernièrement à New York, fait qu'ils ont compris que la RDC est dans le processus de la réappropriation de son pays. Les projets RDC aujourd'hui, c'est de récupérer la RDC par les Congolais. Ça pose un problème. Et alors, tous les mécanismes sont bons pour venir maintenant. C'est comme au jeu d'échecs, ils viennent pour vous dire, voilà, nous voulons vous accompagner. Regardez les clins d'œil qu'ils nous ont lancés lorsque cet ambassadeur, ces diplomates qui a beaucoup de talent, commence comme ça à égrener les points sur lesquels nous devons devoir discuter. Il dit transparence pour les élections, apaisé pour les élections. Il ne dit pas inclusivité. Vous voyez, les petits cadeaux, hein, la petite pichenette, voilà, je vous donne ça. On a compris, c'est un jeu d'échecs. Vous bluffez parce que vous voulez frapper ailleurs. Ce qui vise aujourd'hui, c'est comment ça va se passer. Et en plus, venir avec une allégation aussi farfelue de nous dire oui, mais vous devez discuter de la machine. Mais messieurs, vous dites dans vos textes qu'il y a la souveraineté, et dans notre souveraineté, il est écrit, noir sur blanc, que la gestion électorale est l'affaire d'une structure indépendante, et ici, elle s'appelle la CENI. Allez vous adresser à la CENI, qui a fait énormément de séances, de discussions avec. Mais je crois qu'ils ont eu un échange avec la CENI, hein, et au cours de la conférence de presse, j'ai entendu que, comme il n'y a pas trop de consensus autour de la machine à voter, ils ont proposé que tous les protagonistes rediscutent pour créer ce consensus.
c'est quoi les protagonistes dans ce pays? C'est quoi cette célébrité-là qui ont droit à tout moment de discuter pour décider d'une situation de la vie des pays? Écoutez, madame, ces gens, ces célébrités auxquelles vous faites allusion, auxquelles eux aussi font allusion, se sont réunis à la Cité de l'Union africaine. Ont décidé qu'effectivement la CENI avait l'autorité d'organiser les élections selon un mode précis, notamment en minimisant les coûts et en rationalisant les mécanismes. La CENI a proposé ça, ils ont accepté. Arrivés à la Cité de l'Union africaine, ils ont fermé les yeux sur ce que proposait la CENI parce que simplement, ils allaient raser gratis. Ils avaient des postes importants. Ils n'ont même pas regardé à ça. La CENI a insisté. Ils ont eu plusieurs séances. A dit, voilà, la solution au problème, c'est d'avoir une machine. Je ne suis pas là pour défendre la CENI, mais tout simplement, gérer là ce qui s'est passé. Avoir une machine pour pouvoir aller beaucoup plus vite, dans la mesure où, aujourd'hui, nous avons... Oui, mais vous êtes d'accord qu'il y a quelques résistances autour de cet instrument qui, en principe, doit peut-être pas faire l'unanimité, mais quand même, autour de ça, trouver un consensus. C'est ça le problème. Madame, dans la classe politique, ça divise un tout petit peu. Non, attendez. Je connais votre doigté. Souvenez-vous, au sortir de la Cinco, avez-vous entendu parler de la machine? Non. On a parlé des postes. Personne n'a épinglé la machine. Or, la machine était déjà dans le texte. Personne n'a parlé de la machine. C'est une supercherie politique. Mais non, les politiques qui aujourd'hui parlent de la machine auraient pu en parler à l'époque s'ils avaient à reprocher à la machine. Ce qui les intéressait, ce n'était pas la machine, c'était l'accès aux finances de la République de manière gratuite sans passer par les élections. Notamment les postes de Premier ministre, la gestion du CENSA et tout le reste. C'était ça qui les préoccupait. Ils sont sortis avec large sourire, en banane, s'embrassant les uns les autres, s'embrassant quasiment sur la bouche, parce que simplement ils partaient du principe qu'ils avaient à manger et à boire. Et une fois qu'ils ont compris que ce n'était pas possible pour tous, alors ils commencent à chercher des faux fouillants. Dans un premier temps, les phares d'Alexandrie étaient, je clôture là-dessus ce point-là, étaient les troisièmes mandats. Une fois les troisièmes mandats tombés, qui a plu, ah oui, qu'est-ce qu'on peut encore sortir de notre chapeau? Tiens, il y a une machine. Monsieur, il aurait fallu en parler quand vous sortiez de la Cinco, quand vous vous embrassiez sous la bouche. Il fallait en parler, vous n'avez pas parlé de ça. Et pourquoi? Voyez-vous, c'est toutes ces questions-là qu'il faut ramener à la lumière pour dire on vous bluffe. D'accord, revenons sur la mission du Conseil de sécurité. Freddy, bienvenue encore une fois. Alors, le chef de l'État, lors de son intervention à l'Assemblée générale, est revenu sur les demandes du Congo de passer à la programmation du retrait des forces onusienne, mais en insistant qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, que le Congo salue, mais c'est le moment de vérité, comme le dit Jean-Marie Kassamba. Je vois La Renaissance, ce magazine que vous éditez, titré à la une, Joseph Kabila persiste et signe, la MONUSCO doit partir. On peut déjà s'en procurer dans les librairies de Kinshasa. C'est une petite publicité pour vous. Alors, le chef de l'État l'a dit, mais la mission du Conseil de sécurité est tout de même venue à Kinshasa. Qu'est-ce que cela insinue? Je pense que ce qui se passe actuellement, le Congo est au centre des grands enjeux. Je le répète toujours. Et vous savez très bien que l'ONU est en crise. Lors dernière, donc le 73e Assemblée générale, je pense que le président Trump a demandé à chaque chef d'État de s'occuper de son pays. Il n'est pas encore fait confiance à l'ONU. Et quand on dit Trump, Trump, ce n'est pas n'importe qui. C'est le président d'une plus grande puissance mondiale. Mais pourquoi vous accrochez à ce que Trump a dit? Les autres chefs d'État le disent depuis, mais maintenant c'est Trump, vous aussi quelque part. Trump a le courage de dire la vérité. Lui, il ne mâche pas les mots. Il dit, vous êtes chef de l'État. Il dit à tout le monde, vous êtes chef de l'État, occupez-vous de vos problèmes, de votre pays. Il ne faut pas vous occuper d'autre chose. Donc nous sommes dans une autre logique. Vous avez deux courants actuellement. Le courant souverainiste et le courant mondialiste. Le courant souverainiste est contrôlé, donc pas contrôlé comme tel, symbolisé par l'Amérique, les USA avec Trump, par la Chine avec Xi Jinping et par le président Poutine. Pour ces trois présidents, il faut beaucoup plus la souveraineté de chaque État et qu'on respecte ça. Et vous avez en face d'eux des élites mondialistes. Vous avez les lobbyistes, les Soros et les autres, ils sont nombreux. Ces gens pensent que eux, il faut qu'il y ait un gouvernement un peu qui doit chapeauter le monde entier. C'est ce qu'on peut appeler des néolibéraux. Et ils s'affrontent actuellement. C'est ça l'enjeu
quand vous avez vu à l'ONU qu'il y a des problèmes. Ils s'affrontent maintenant en disant les politiques préfèrent respecter leur peuple et avec leur souveraineté, et les hommes d'affaires préfèrent la liberté, tous les limites, comme on peut dire. Donc, et le Congo est au centre de ces enjeux. Voilà pourquoi, quand les chefs de l'État parlent de la souveraineté, parlent de l'indépendance du pays, il s'est inscrit dans cette nouvelle, dans ce nouveau courant que beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris. Nous sommes dans une limitation géopolitique. Il y a de nouvelles puissances qui émergent. Les anciennes sont presque à plat. Je pense qu'il y a d'autres pays d'ici 10-20 ans qui ne vont plus encore exister. Hein. N'oubliez pas que l'Espagne et le Portugal étaient de grandes puissances. Vers le 15e siècle, il ne faut pas oublier. Il y aura aussi, peut-être d'ici 2030, d'autres pays, d'autres puissances qui vont plus exister. Donc nous sommes dans ces mutations-là. Donc il faudrait que chaque État, chaque élite, chaque peuple prenne conscience de savoir tracer sa voie, de savoir identifier ses propres intérêts. Voilà. Je pense que l'attitude de la MONUSCO, de l'ONU, quand vous voyez tous ces gens venir, ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils portent des masques. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire au chef de l'État qui déjà n'est pas dans la course à la présidentielle? Je pense que l'enjeu... Kabila continue à être le problème pour l'organisation des élections au Congo? Non, le problème c'est comment avoir les clients à la tête du pays. Et ça gêne. Et ça, moi, je voudrais attirer l'attention de nos frères congolais. Madame, il est à l'œil, hein? Comment ça s'appelle l'Angola américaine? Celle qui est... Nikki Haley. Nikki Haley est venue ici l'année passée. Elle a fait une déclaration qui est passée inaperçue. Elle dit qu'il faut organiser des élections en 2018. Si vous ne les faites pas, on lave les mains. Ça signifie quoi? Si on ne fait pas les élections, les pays risquent de tomber dans un chaos. Vous avez tendance à oublier qu'il y a des gens qui pensent que le Congo est trop grand, trop riche. Il faut les balkaniser. Et je vois tout le monde a peur de dire la vérité à notre peuple. C'est ça l'enjeu. Et tous ces discours-là qui viennent, dès le départ, ils disaient il faut aller aux élections. Tout le monde faisait des communiqués ici, aller aux élections. Maintenant, non, les chefs de l'État doivent respecter le mandat. Il a respecté. Maintenant, c'est la machine à voter, il faut encore négocier. Et non, qu'on ne tombe pas dans un piège. Ces gens, aujourd'hui, sont sous contrôle de lobbies et des multinationales. Ceux qui financent beaucoup d'opérations ne sont plus des États. C'est beaucoup plus les hommes d'affaires, les multinationales. Et il faut rappeler que l'ONU qui était Nations Unies donc, pour le peuple, maintenant l'ONU est sous contrôle des multinationales. Et c'est Kofi Annan en 2000 qui a fait signer ce qu'on appelle le pacte mondial pour permettre aux multinationales et aux lobbies de s'insérer dans l'ONU. Donc quand vous voyez tous ces hommes politiques qui viennent ici, ils ne parlent pas au nom du peuple français, au nom du peuple américain. Ils parlent au nom de ces patrons des multinationales, des lobbies. Qu'on fasse attention. Donc ce sont de porter le masque. Ici, c'est savoir où sont nos intérêts. On fait les élections, c'est pour nous. On ne les fait pas pour faire plaisir, ni à la communauté internationale, ni à l'Amérique, ni à la Belgique. Nous les faisons pour avoir des élites qui vont gérer notre État pour le bien-être de la population. Alors, quel mal y a, Jean-Marie, quand le Conseil de sécurité soutient le processus électoral et encourage toutes les parties à adhérer à ça? Je crois que ça fait les affaires du Congo, non? Laissez-moi vous donner la configuration exacte un peu de notre situation. Freddy Mulumba l'a dit, on ne peut plus simplement, mais je vais en quelque sorte analyser ça clairement. Aujourd'hui, le processus électoral que beaucoup de multinationales pensaient échapper aux dirigeants congolais est sous contrôle de la RDC. Le refus de financer ces élections par deux puissances étrangères qui payent commande a fait récupérer les processus par les Congolais eux-mêmes. C'est pour ça que vous entendez, ils insistent, on a envie de vous apporter de l'aide, etc. Parce que une fois qu'ils apportent de l'aide, ils vont vous imposer des observateurs, des gens qui vont vous accompagner, qui vont même influer. Rappelez-vous la situation de la Côte d'Ivoire. C'est exactement pareil. Et donc, les intérêts des multinationales dans notre pays, c'est qu'il faut un processus sous contrôle pour que les dirigeants de demain soient leur assujettis. Or, aujourd'hui, le processus a complètement dérapé. Et alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant
cherchait des prétextes pour faire déraper les processus qui est sous contrôle des dirigeants congolais. C'est la machine à voter, c'est les fichiers, c'est l'inclusivité. Vous avez vu que lorsque Genval avait échoué, parce que c'est Tshisekedi qu'on avait fait venir avec tous ses opposants pour faire la révolution, ça a échoué, on a enclenché la deuxième. D'abord, il y a eu le mouvement citoyen, vous savez, avec les filimiers, etc. Le printemps, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu le processus avec Genval. Genval, ça a échoué. Bon, malheureusement, le Sphinx est mort et ça a stoppé un peu tout cela parce qu'à la Senko, c'était effectivement bloquer les systèmes, bloquer Kabila et son système pour pouvoir imposer les gens qui allaient mettre la RDC à leur disposition. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on a ressorti Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba non plus, il est arrivé, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on nous sort maintenant? Mukwege. Pourquoi Mukwege? C'est aussi simple que ça. C'est comme les Chevaleza. Attendez, Jean-Marie, vous évoquez Mukwege, c'est le prix Nobel. Oui, mais je vous explique ce que c'est. Ah oui, ça, pourquoi on a créé les prix Nobel et les autres prix qu'on donne? Ça n'a pas été créé pour le Congo, hein, s'il vous plaît. Non. C'est dans le contexte des relations internationales, ce qu'on appelle la géostratégie mondiale. Chaque obédience a ses cartons ou ses cartes. L'Occident a ses cartes, notamment le prix Nobel. On donne des prix Nobel à qui? Aux personnes symboles qui luttent pour renforcer l'idéologie occidentale. Attendez, vous ne revenez pas sur le travail de ce jury. Est-ce qu'on peut revenir sur le Conseil de sécurité? Non, mais c'est pour vous expliquer ce qui se joue chez nous. Ça veut dire quoi? Autant on a donné à Lech Walesa le prix Nobel pour lutter contre le communisme en Pologne, autant on a donné le prix Nobel à Mandela et de Klerk parce que l'apartheid gênait les Blancs en Afrique du Sud, qui avaient complètement assujetti les Noirs, etc. Il s'est donné une bonne conscience. Autant on a donné le prix Nobel à Oye Soyinka au Nigeria, parce que la gestion, le contrôle du pétrole du Nigeria, cette cause-là, on dit les minorités qui luttent contre, etc., c'était tout simplement pour se donner bonne conscience, parce qu'il y avait déjà le scandale du Biafra, il y avait beaucoup de choses au Nigeria qui gênaient la conscience internationale. Dans les cas d'espèces chez nous, pourquoi on a donné à Mukwege? Qui finance les guerres à l'Est? Ce sont les multinationales. Les Bill Gates, tout ça, ils sont gênés. Pourquoi? Par rapport au coltan qui sert dans les téléphones. Donc il faut trouver, on va dire, le faire valoir pour avoir une conscience tranquille. Mais pourquoi on n'a pas dit les diamants du sang? Pourquoi on a dit Kimberley? Vous regardez les Kimberley qui ont été mis en place pour tracer un peu tout ici. Pourquoi l'Union européenne n'a jamais sanctionné la provenance des minéraux du sang? C'est parce que, comme l'a dit Freddy, ceux qui se retrouvent dans le secteur des contrôles de matières premières mondiales, ce sont les multinationales. Et chez nous, on a sorti ces Mukwege pour le fabriquer en fonction de la transition. On va dire, c'est quelqu'un qui est... Vous parlez de quelle transition? Mais transition parce qu'on ne veut plus du processus électoral sous contrôle des Congolais. Qui ne veut plus de ça? Mais c'est multinational parce que le code minier, rappelez-vous, le code minier qui a été validé par la RDC, ils ne veulent pas l'appliquer parce que ça octroie automatiquement presque 10% aux Congolais. Ce code minier, dans ce qu'on appelle les règlements miniers, permet aux Congolais aujourd'hui d'entrer dans l'exploitation de leurs propres richesses. Le chef d'État l'a rappelé à Kolwezi pour dire, pour une fois, il faut que les Congolais bénéficient de leurs richesses et ça gêne un président demain qui arrive, c'est Chadari ou quelqu'un d'autre, qui va faire appliquer les codes miniers, ça va gêner les intérêts. Et donc, comment voulez-vous organiser des élections donc, selon vous, on est en train de préparer le prix Nobel à prendre la direction de la transition, c'est ça? Mais quand on dit, vous n'êtes pas d'accord sur la machine à voter, allez dialoguer. C'est pourquoi faire. Oui, mais vous rejetez tout son apport dans la lutte contre les violences sexuelles. Il fait quand même un travail remarquable qui peut lui est-ce que vous savez obtenir le prix. Est-ce que vous savez que la première ministre actuellement de Birmanie, comment s'appelle-t-elle? Aung San Suu Kyi. Cette dame a été prise pour l'exploiter contre les militaires. N'est-ce pas? On lui a même donné le prix Nobel. Elle était présentée comme vraiment... c'est à peine même qu'on n'a pas dit qu'elle était vierge, elle était, etc. Elle arrive sur place, la même dame est aujourd'hui confrontée à la réalité du pouvoir. On parle maintenant des minorités là-bas.
On parle maintenant des journalistes qu'on met en prison seulement parce que on l'ont critiqué sur Internet. Et ça gêne les gens qui lui ont donné le prix Nobel parce que le but qu'il voulait atteindre en lui donnant le prix Nobel, c'était quoi? C'était pour déranger la junte militaire birmane. Même l'Irakienne à qui on a donné concomitamment à Mukwege, on dit qu'elle a lutté contre les islamistes. Mais qui a fabriqué Al-Qaïda? Écoutez, Trump, encore une fois. C'est l'Occident qui a fabriqué Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est comme les troupes qu'on voit, les groupes armés qu'on voit à l'est de chez nous. On leur donne des munitions. On a même dit à un moment donné même que la MONUSCO jetait des armes pour les groupes armés, etc. Ces groupes armés, ils viennent, ils massacrent des gens à Beni. Patata, vous voyez les chars avec des coltans et machin. Voilà, revenons. Et donc, non, je voudrais... Parce que les gens qui nous suivent doivent comprendre que ce qui se joue chez nous, c'est pur et simple l'exploitation du Congo. Et en filigrane, la partition du Congo. Et les élections, les gens s'en fichent des élections. Ça ne leur apporte absolument rien. Un Congo organisé avec le contrôle effectif de l'ensemble du territoire, ça gêne beaucoup de multinationales. On préfère qu'il y ait des tueries à l'Est, mais que les coltans, tous ces minéraux stratégiques, sortent de la RDC dans une confusion entretenue, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut que nos compatriotes s'approprient ces processus électoraux. Il faut que les compatriotes comprennent que quand les gens du Conseil de sécurité arrivent, ils disent voilà, c'est bien ce que vous faites, etc. Mais dialoguer. Voilà, C'est-à-dire qu'ils vous remettent. Une question directe, Jean-Marie. Oui. Il y a une opinion qui dit que vous n'avez pas fait des papiers urgents quand le compatriote Mukwege a reçu ce prix. Donc ça explique l'argumentaire que vous donnez. Non, parce que moi je ne suis pas naïf. Ça. Moi j'aurais voulu qu'on donne le prix Nobel à Mais ça c'est votre opinion à Muyembe personnelle. par exemple. Oui, Muyembe. Muyembe était un... Mais ces deux compatriotes, vous les opposez pourquoi? Mais je ne les oppose pas, j'explique. Muyembe, c'est un grand scientifique, non seulement qui lutte contre la maladie, mais qui a apporté son expertise même dans d'autres pays africains. C'est une éminence incontournable aujourd'hui. Et si on lui donne le prix Nobel de médecine, par exemple, on applaudirait, on parlerait du bien de notre pays. Mais quand voulez-vous donner un prix Nobel à quelqu'un, entre guillemets, qui travaille dans un hôpital public de l'État, dans un coin, il dit oui, il répare les femmes. Mais posez-vous la question, il ne faut pas seulement regarder les conséquences, regardez les causes. Qui finance ces troupes-là, qui vont massacrer ces femmes, qui les violent, etc. Qui les finance? Pourquoi on ne condamne pas les multinationales qui ont pour approvisionnement ces minéraux qui viennent de l'Est? Je vais faire une petite indiscrétion. Allez-y, moi, rapidement. je viens de Paris. Je parlais dans les milieux de la presse parisienne assez renfermée. Qu'est-ce qu'on me dit? Moi, j'étais avec des gens belges à New York, dans la suite du Premier ministre Charles Michel. On me dit qu'il y a une société belge en Ouganda, et je prends un témoin ici qui nous suivent de faire cette petite vérification, cette société qui fait de la purification de l'or. Cette société aurait, je mets au conditionnel en tant que bon journaliste, des accointances avec le palais de Laken. Mon ami qui habite la Belgique, il sait ce qu'on appelle le palais de Laken, c'est là où habite le roi. Et si ces minéraux, cet or qui passe à l'est vers l'Ouganda, ces enfants qui fournissent et les groupes armés qui fournissent cette société, si on cherche maintenant à savoir que font ces multinationales avec ces enfants, l'exploitation des enfants dans les mines, etc., qui meurent aussi de temps en temps, et on fait des rapprochements avec le palais de Laken, avec le roi, sachant que la Belgique est aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies, et la Belgique, d'une manière maladroite, va se préoccuper des questions du travail des enfants. Si nous, journalistes, on fait ces études et on présente ces cas ici, on aura à étouffer cette affaire. Pour vous dire quoi, en plus clair, notre position électorale doit aller jusqu'au bout. Parce que la configuration aujourd'hui de la classe politique est que le FCC a 12 000 candidats. 12 000 candidats. 13. Voilà, 13 000, on me corrige. 13 000 candidats députés. Oui, sur les 15. Et l'opposition toute rassemblée, 2000. 2000. Si on va par la proportionnelle, ça veut dire sur 10 députés. Forcément, le FCC va avoir 8 députés.
Donc le FCC aura la majorité au Parlement. Donc le FCC, pour gérer le pays, en même temps légiférer, etc., ça ne va pas faire les affaires des multinationales. Et le code minier sera appliqué. Mais les gens qui sont intelligents plus que nous ont déjà fait, les gens qui sont plus intelligents, Florence, voilà. Oui. Les gens qui sont plus intelligents que nous ont déjà fait cette analyse pour dire que ce processus électoral là tel que c'est, le FCC risque de l'emporter, comme en ce moment Paul Biya au Cameroun. Et donc, on ne va pas se retrouver, nous, au mois de janvier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme ces gens sont parfois distraits, on les oriente vers le dialogue, ça va perturber ce processus électoral, on va se retrouver dans une autre configuration. Et vous allez voir s'il y a un dialogue, on va dire non, Joseph Kabila, il est hors mandat. De toute façon, on avait dit qu'il n'allait pas être encore dans la machine. Out, Kabila. Et donc, si les Congolais veulent être responsables, c'est le moment. C'est le moment de quoi? Donc, maintenir le cap sur le processus sur électoral. Sur le 23 décembre, en ayant une dose de fierté sur leur pays. Même s'il y a 2 points qui divisent. Hein. Mais partout dans le monde, il y a toujours des divergences. Au Brésil, il y a des divergences. Lula ne s'est pas présenté, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'élection. Guillaume Manjolo, dans la classe politique, on n'a pas entendu des déclarations musclées comme d'habitude. Est-ce que cette visite du Conseil de sécurité a glacé un peu le sang dans vos états-majors? Je parle de l'opposition comme de la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous on est dans la sérénité totale. Il me semble que vous avez suivi la déclaration et l'interview du professeur Néhémie Milania. Après, au sortir de cette rencontre avec le Conseil de sécurité, nous sommes clairs. Vous savez, nous sommes dans un processus d'un intellectualisme aristocratique. C'est-à-dire, on refuse les dank verbot. Cet esprit consiste à pouvoir cacher ce que nous savons par peur. On ne peut plus le faire. Dites-vous bien un instant, si un médecin aujourd'hui vous propose une médication qui date des années 50, vous direz que ce n'est pas possible. Ça a changé entre-temps. Il y a une dualité qui a existé depuis très longtemps, qui est domination-servitude. Les dominants continuent à dominer parce que tout simplement, celui qui est en servitude refuse de pouvoir se défaire de cette servitude. Servitude volontaire, selon Étienne de la Boétie. Et les dominants profitent de cette faiblesse-là pour dire, oui, mais puisque c'est monsieur qui est en face de moi n'arrive pas à se défaire de ma domination, il consent à sa propre servitude, ben, moi, ça m'arrange. Je vais prendre gratuitement à l'école temps, la transition énergétique arrive, j'aurai le cobalt à volonté, si je ne peux pas voir toute la RDC, j'aurai au moins les Katanga. Alors qu'est-ce qu'on fait? On formule maintenant des procédures. Il s'agit de la RDC. La première procédure, c'est comment est-ce qu'on peut créer la déflagration définitive permettant de pouvoir finalement prendre gratuitement ces matières premières. C'est à travers notamment les processus électoraux qui est source des problèmes. Guillaume Manjolo, excusez-moi de vous interrompre en ce moment-ci. Pourquoi dans l'argumentaire vous brandissez souvent, c'est la peur, c'est une sorte de menace de l'exploitation des minerais au Congo, mais qui ne profite presque pas à ces populations en ce moment. Alors pourquoi ça ferait peur? Non, mais parce qu'en fait, la grande difficulté qu'on a dans notre pays, c'est qu'on ne connaît pas notre pays, on ne connaît pas son utilité dans les concerts de nations. Mais ce n'est pas la communauté internationale qu'il faut mettre ça. Ce n'est pas sous le dos de la communauté internationale. Tout à fait. Parce que quand ils ont décidé de faire le découpage à Berlin, c'était par rapport à ça, c'était pour faire le commerce ici. C'est le seul pays au monde qui avait été confectionné pour le commerce. De tous. Le seul pays. Le seul pays au monde qui naît avec l'étiquette État indépendant. Il est indépendant à la naissance. On ne dit pas État tout simplement, on dit indépendant parce que tout simplement, avec une charte permettant de faire le commerce pour tous. On appelait ça bien sans maître. Voyez-vous, c'est une particularité RDC. Aucun autre pays en Afrique n'a cette particularité-là. Nous sommes les seuls. On n'a pas conscience de ça. Vous savez, hier, je parlais encore avec le professeur Likian Bokolo. J'ai posé la question en me disant, y a-t-il un historien congolais qui a écrit sur les mains coupées? Personne. Mais vous en parlez de temps en temps ici. Oui, mais imaginez-vous que pléthore d'historiens qu'on a en RDC, personne n'a rédigé, n'a fait une enquête sur les mains coupées et rédigé un texte qu'on puisse apprendre à l'école. C'est comme si, c'est dank verbot, on nous impose de ne jamais en parler. Or, notre pays est né sur base de ça. Notre pays va participer, je saute les étapes, à la transition énergétique. Et par conséquent, on veut les Katanga. Il faut ouvrir les yeux. On ne veut pas toute la République, on veut les Katanga.
Donc, un processus a été mis en place, une stratégie, c'est que Jean-Marie vient de présenter ici, avec des oppositions, des opposants, Jean-Pierre Bemba au passage, au niveau de la Cour internationale de Cour pénale internationale, tout ça a été mis en place, ça n'a pas marché, ça fait flop. Maintenant, on fait comment? Il faut venir au plus près de la bête pour voir quelle est la faille. Or, ceux qui gèrent la RDC aujourd'hui sont extrêmement éveillés, ont compris. Le seul arbitre en RDC s'appelle le peuple congolais. Et il ne peut décider qu'à l'occasion de l'élection. Or, on lui a dit que l'horizon indépassable était décembre 2016. Et qu'à cette occasion-là, s'il n'y avait pas élection, c'était la terre brûlée. Nous avons sauvé le pays, ce n'est pas arrivé. Maintenant, on a dit, écoutez, quand on a proposé les 504 jours, on a appelé ça 504 jours, on a insulté par 1001 qualifications, comme dit Courteline, lorsque un idiot vous traite d'imbécile, pour un fait gourmand, c'est un plaisir. Voyez-vous? Alors, on a traité de tous les noms. Et finalement, ça fait flop. Alors, on a vu comme ça une pérégrination à la Mecque Bruxelles, à la Mecque Paris, à la Mecque New York, à la Mecque Washington. Ça n'a rien donné. Alors, il faut venir au plus proche de la situation pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour tenter une dernière carte. Comment voulez-vous que les conseils de sécurité qui prétend, et les thèmes, notamment la discussion au niveau de la dernière Assemblée générale, prédisposés de respecter fondamentalement la souveraineté et de la bouche du premier d'entre tous, la première puissance mondiale, qui dit il y a un élément qui n'est pas discutable, c'est souveraineté et non-ingérence. Et ce même Conseil de sécurité déploie son personnel sur Kinshasa pour demander à ce qu'on puisse toucher à la souveraineté. On dit non. Puisque vous avez déterminé, le président Trump a dit non, on ne peut pas y toucher. Le président Poutine en parle sans cesse. Les présidents chinois les répètent à qui veut l'entendre. En vertu de quoi 3 membres du Conseil de sécurité qui sont confortables avec allure, avec les tons sur la souveraineté, viendraient nous dire de ne pas respecter la nôtre parce que simplement ils estiment qu'il y a une discussion préalable avant de pouvoir s'adresser à la population congolaise. Mais les chiffres sont là. Vous n'aimez pas de reproches, hein? Non, 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 pas du tout. Je suis ouvert aux reproches. Mais simplement, on a dit au peuple que l'horizon indépassable était 2016. Nous sommes en 2018. Et le FCC, donc moi je suis de l'ULDC, ULDC dans la ABCE, ABCE dans la MP, MP dans la FCC. Au niveau de la députation provinciale, sur 19 000 candidats, nous sommes autour entre 14 et 16 000. Provincial, il faut 714 sièges. Au niveau de la députation nationale, sur 15 000 prétendants, nous sommes à 13 000. Donc, toute la mathématique des probabilités nous donne gagnant à tous les coups. Au niveau de la présidentielle, nous avons un candidat contre 20. Attendez, ne faites pas la campagne ici. Non, non, je ne fais pas la campagne, je présente les tableaux. Mais simplement, c'est-à-dire que ceux qui sont venus... Ils sont déjà gagnants, mais il faut aussi assumer le bilan. C'est ce qui va vous donner la possibilité de prendre... Mais madame, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce pays qu'on ignore absolument. J'ai suivi un candidat chef de l'État, candidat à la présidence, qui faisait un tableau sur 20 ans au lieu de faire un tableau sur 50 ans. On a eu 30 ans d'absence d'État, 30 ans sans constitution. On n'en a pas parlé, les gens n'en parlaient pas. On a eu l'héritage de la colonisation qui avait prévu d'aller jusqu'en 1980. C'est-à-dire que les caisses étaient pleines par rapport au programme des Belges d'aller jusqu'en 80. On a bénéficié de ces facilités-là, on les a tous consommées, on a éliminé. De ce qu'il faut, on n'a rien fait pendant cette période-là. Aujourd'hui, on a un État qui naît avec une constitution qui n'existait pas depuis 1967. Et par conséquent... Du bilan. Merci, mais vous permettez que je prenne du bilan. Pour terminer. Je m'arrête là-dessus pour vous dire, madame, l'actualité, c'est que nous devons être face à un arbitre qui s'appelle le peuple congolais. Et c'est maintenant. Nous ne pouvons pas, nous, au niveau du FCC, se permettre le luxe d'aller dans les négociations. Il n'y a pas de négociation. La seule négociation, c'est la sollicitation du suffrage auprès du propriétaire de la terre, c'est-à-dire le peuple congolais.
Freddy Mulumba, je me rappelle encore, le chef de la délégation du Conseil de sécurité a dit qu'il faudrait aller aux élections qui ouvriraient la voie au développement dans ce pays. Est-ce qu'il y a un lien entre développement et élection? Pas du tout. Non, il n'y a pas de... La Chine n'en fait D'ailleurs, pas. ce qui est frappant, c'est de voir que chaque fois après l'élection, il y a toujours des guerres. C'est jamais la stabilité. La Chine ne fait pas des élections, vous voyez que la Chine est puissante. Hein, pas développée, mais puissante. Je pense que la difficulté ici, il y a Madame Leïla, celle Zerouki, de la MONUSCO, qui vient, elle a fait une interview ce matin, j'ai suivi sur Radio Okapi. Il a dit un mot qui m'a quand même... Qui vous choque? Qui m'a peine touché. Il a dit, il ne faudrait pas que la MONUSCO parte fâchée. Ça, c'est des humeurs, non? Non. Humeur à ce niveau-là. Il faut analyser. Humeur Ça à ce signifie niveau. quoi? Nous sommes devant 3 scénarios. Il faut que les Congolais comprennent. Premier scénario, c'est la MONUSCO part, il laisse le pays dans un chaos et à la balkanisation à travers les élections. Il y a des élections, qui y a un désordre pour parvenir à nous mettre sous tutelle et couper le pays. Deuxième scénario, c'est arriver à nous recoloniser. Ils feront partie moins pour avoir leurs clients à la tête du Congo. Et c'est la recolonisation. Troisième troisième scénario, c'est nous sommes indépendants, le Congo devient une puissance. C'est là où les choix qu'il faut faire. C'est les choix de la puissance. Ce ne sont pas n'importe quel pays. Mais les drames, c'est notre élite, que je dis, qui est médiocre, inconsciente, irresponsable, qui ne voit que la vie à travers la mâchoire. Donc il nous faut des élites. Vous avez évoqué médiocre, tout le monde s'était enflammé. J'ai dit ceci, il nous faut des élites. Hein? Non, moi c'est un homme libre. Il faut que des élites qui comprennent, nous sommes dans un tournant historique. Soit on disparaît, ou bien on est recolonisé, soit on est indépendant. Les choix à faire aujourd'hui, c'est les choix de l'indépendance. Que nos enfants et nos petits-enfants ne deviennent plus des esclaves des autres. C'est ça, je pense que notre élite, nos hommes politiques, les intellectuels devraient défendre. Que passer le tour de faire le tour du monde pour aller chercher le pouvoir. Pourquoi faire? Pour manger. C'est un drame pour ce pays. Merci à nos 3 habituels invités. Jean-Marie, on va terminer. On a épuisé tout le temps qui nous est imparti dans le programme. On doit respecter nous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Le débat continue dans les salons, les rues de Kinshasa. Doit-on continuer à travailler, à se laisser diriger par ceux qui ne veulent pas l'indépendance de notre pays? À vous de juger. On vous retrouve très vite avec le même plaisir.